premier numéro des Chroniques de Merinkel que je vous avais annoncé il y a un mois et au cours duquel je vais vous raconter les épisodes des Chevaucheurs du Vent. Nous allons commencer par le livre 1, l'objet de toutes les convoitises. L'objet de toutes les convoitises, c'est la clé céleste qui est détenue par le roi Eliumangar. Mais n'anticipons pas trop, car l'épisode ouvre sur les larmes d'Aldébaran. Et la première phrase, je vous la lis, « Une larme d'argent s'écoula doucement au coin de l'œil gauche du regard impassible de cette femme sans âge qui scrutait le monde de la surface. » Nous démarrons la saga des Chevaucheurs du Vent au fin fond de la cité marine. Il en sera peu question tout au long du tome 1, l'héritage d'Eliumangar. C'est néanmoins le ressort indispensable de ce récit, puisque c'est là que se situe un trésor un peu mystérieux dont on ignore la nature, que garde la cité marine qui est secrète, et dont seule une clé peut donner l'accès. Alors, pourquoi Aldébaran verse-t-elle une larme ? Car c'est bien elle, Aldébaran des eaux, la dame immortelle de la cité. En fait, la saga commence par le décès du roi Eliumangar. Alors peut-être un mot d'explication. Qui sont Aldébaran et qui sont Eliumangar. C'est quelque chose que on apprend au fur et à mesure de l'œuvre. Aldébaran était une prêtresse de la lumière, un vieil ordre qui n'existe plus, en tout cas pour ce qui concerne les prêtresses. Il n'y a plus que des prêtres de la lumière à cette époque-là, qui est celle de l'héritage d'Eliumangar, qui a sacrifié un peu son existence pour gouverner la cité marine. Une cité qui est peuplée de sirènes, de tritons, donc d'êtres mi-humains, mi-poissons. Elle ne l'est pas, et c'est elle qui les gouverne tous depuis des centaines d'années. Et elle a accepté l'immortalité, mais ce n'est pas une immortalité reçue comme un don, plutôt comme un sacrifice, car elle vit ici et exilée de celui pour lequel elle éprouve un amour profond depuis des années. Cet être qu'elle aime, c'est le roi Eliumangar. Qui est Eliumangar ? Eliumangar, c'est un mage guerrier. C'est un mage guerrier très puissant qui a bénéficié dans sa jeunesse, en outre, d'une initiation divine conférée par 3 dieux, qui lui ont remis la clé céleste, celle qui ouvre la cité marine. Eliumangar a également unifié, sous sa seule bannière, les grands clans magiques du continent, et son royaume s'étend sur pratiquement tout le continent, à l'exception de ce qu'on appelait les terres du Sud, ou les marches du Sud, où se trouvent des communautés indépendantes qui n'ont pas souhaité se fondre dans un unique empire. On pourrait dire que la paix mondiale, vous savez, c'est un peu comme l'utopie d'aujourd'hui où certains aspirent à un gouvernement mondial. Eh bien, Eliumangar, dans ce passé le plus ancien, l'avait réalisé. Et c'est un roi puissant mais sage qui instaure une paix durable. Malheureusement, 2 ennemis s'opposent à lui. Alors, un ennemi céleste que l'on évoquera dans quelques chapitres et dont je vous parlerai, et puis un ennemi qui vient plutôt des souterrains du continent. En tout cas, Eliumangar lutte efficacement contre ces 2 ennemis durant 500 ans de règne, et puis s'éteint. Et c'est pour cela qu'au début du roman, qui commence par le décès du roi Eliumangar, Aldébaran, qui a toujours nourri un amour profond pour lui, verse une larme. Mais elle demeure impassible, car elle gouverne les sirènes, les tritons. Elle n'est pas de leur espèce, et pourtant
c'est la dame à laquelle ils doivent allégeance de par la volonté des dieux, et elle se doit de rester à la fois hiératique, digne, vraiment pénétrée de cet esprit sacré, car la cité marine voue un culte au dieu du soleil de l'eau, mystérieuse appellation, mais également elle doit gouverner avec une certaine fermeté cette cité. Cet épisode, ce premier chapitre, donne une description de la dame Aldébara. L'image que vous allez voir la montre, réalisée à partir d'une intelligence artificielle qui s'est fondée sur la description que je donne dans le roman. Une longue silhouette fine, les traits lisses, une peau soyeuse et bleutée, des yeux gris insondables, et cette longue chevelure de fil d'argent qui semblait la lier à l'éternité. Au cours de cet épisode, Aldébara fait démonstration de sa puissance. Et en fait, elle pousse une sorte de son des tréfonds de son larynx, et une énergie fantastique envahit chaque fibre de son être. Ces vibrations d'un tel son se propagent sur toutes les contrées environnantes de l'océan du Nadir, où se trouve la cité marine. Alors, peut-être d'ailleurs un point d'explication, le Nadir, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, désigne beaucoup dans la littérature ésotérique. Les Nadirs, c'est le plus profond du sous-sol. C'est aussi, ça peut être les enfers, mais c'est vraiment tout ce qui est très profondément enfoui en soi. C'est le contrepoint du zénith, qui est les plus hautes hauteurs indépassables dans le ciel. C'est la dénomination que j'ai retenue pour cet océan. Et d'ailleurs, dans les chevaucheurs du vent, vous verrez sur la carte de Merinkel, que je vous montre dans cette vidéo de nouveau, nous avons deux océans. L'océan du Nadir, où se trouve la cité marine, et l'océan du Zénith, qui, pour l'instant, n'a pas été encore exploité par la saga. Ça déclenche un affolement, évidemment, dans la cité marine, parce que c'est un geste rare. Si je fais une comparaison avec les lecteurs et les amateurs du MCU, ça serait finalement un son analogue à ce que Flèche Noire pourrait pousser. Vous imaginez quelque chose qui déclenche un cataclysme. Eh bien, Aldébara, c'est ce qu'elle provoque. À ce signal, son premier conseiller, qui monte la garde, s'approche de la herse massive. Il demande aux gardes de s'écarter et, formant un triangle à l'aide de ses deux mains, déclenche une formidable explosion et isole complètement la herse qui garde la porte d'entrée de la cité marine du reste du monde. La cité s'isole alors de la surface. Alors, lorsque l'on voit ça, on peut se dire, mais attendez, d'accord, elle était amoureuse, mais qu'est-ce qui explique une telle décision d'isolement ? Bien, c'est que, comme je vous le disais, Eliumangar garde l'entrée de la cité marine et du royaume contre deux puissants ennemis, et sa mort signifie que la cité est en danger. Or, cette cité a une mission à remplir. Alors, tout l'épisode continue autour d'abord de Aengris. Aengris, donc troisième personnage à intervenir, est un triton, donc un homme, mi-homme, mi-poisson. C'est aussi le premier conseiller d'Aldébara. Il éprouve des sentiments
profond également pour la dame. Alors, dès le début, on a une sorte de triangle amoureux, puisque Aldébara est amoureuse d'Eliumangar, qui lui est marié à la surface et dont elle est isolée, et Anne-Gris aime Aldébara, mais qui reste éperdument amoureuse d'Eliumangar. Néanmoins, il lui est d'une grande fidélité. Ce sera le cas dans la suite du tome 2 même à paraître. Et après avoir condamné l'accès de la cité, Anne-Gris se rend à l'appel de la dame. Et pour cela, il prend un raccourci au fin fond de la cité marine, passe par un vieux temple avec des piliers vivants qui essayent de l'agripper, quelque chose d'un peu dangereux, qu'on appelle le chemin de la crypte, et qui donne déjà quelques éléments sur cette civilisation assez particulière, sa magie, ses secrets qui sont un peu esquissés. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit, pour emprunter ce chemin, il faut emprunter d'abord une petite grotte de cristal avec une entrée qui est très peu connue, à l'intérieur de laquelle une statue de quartz tourmaline qui évoque peut-être un dieu ancien. Je vous le dirai peut-être plus tard. Et donc, Anne-Gris va se rendre devant Aldébara. Et là, on voit que dès le début, il va y avoir un certain nombre d'intrigues qui sont en germe dans la cité. Le passage, le cheminement d'Anne-Gris par ce passage secret est aussi le prétexte à la présentation d'une autre série de personnages. Nous avons à proximité des sirènes et des tritons ce que j'ai appelé les Zezoveko Zekarenu, qui sont des sortes de baleines à diadème doré, qui communiquent avec les sirènes et les tritons. Et ce sera d'ailleurs quelque chose d'assez important, parce que ces créatures ont une alliance avec la cité marine, et ce qui risque de compromettre cette alliance est dès le début la découverte d'un meurtre, celui de la reine des Zezoveko Zekarenu, qui s'appelle Odarmat, et qui, de plus, a été tuée par une arme maudite, interdite, qui est un atamé cruciforme, arme totalement bannie de la cité, dont on sait que Aldébara en avait un, ce qui peut jeter une forme de suspicion là-dessus, et ainsi compromettre cette alliance. Enfin, Aldébara reçoit le premier conseiller, lui demande s'il a accompli sa mission, et lui, effectivement, l'en informe que toute créature mortelle, désormais, ne peut pas accéder à la cité qui est condamnée par des enchantements, sauf si quelqu'un se présente avec la clé céleste. Dans ces cas-là, on devra lui livrer la cité, même s'il s'agit d'un des grands ennemis dont je parlais. Quand Anne-Gris paraît, Aldébara ordonne aux autres conseillers, Triton et Sirène, de se retirer. Et on voit dans le timbre de sa voix qu'elle est contrariée, que quelque chose s'est passé. Ce qui conduit à un dialogue inévitable entre la dame et son premier conseiller. Et on voit, Anne-Gris le dit d'ailleurs très clairement, elles sont encore venues vous défier comme quelque chose d'habituel. Et parmi les conseils que donnent ces vieux Tritons et Sirènes, il y a l'idée que Aldébara se retire de sa charge, puisque ça fait plus de 500 ans qu'elle règne, mais comme elle le dit, c'est pas par choix, ça lui est imposé par les dieux. Donc, de toute façon, elle ne peut pas résigner sa charge, mais on voit bien que certains des puissants parmi les créatures marines souhaitent s'emparer du pouvoir
à sa place. Et on lui demande effectivement de concéder davantage de pouvoir, et quelque chose de nouveau s'est produit dans ces échanges, ce qui déclenche la stupéfaction d'Angris. On conseille à Aldébaran de négocier avec Ahriman. Qui est Ahriman? Ahriman est l'un de ces deux puissants ennemis que j'évoquais en introduction. Alors, pour les lettrés, Ahriman est le nom du dieu du mal dans la religion perse. C'est la face sombre de Ahura Mazda, le roi de la sagesse. C'est aussi, pour les connaisseurs de l'anthroposophie, un concept que le philosophe Rudolf Steiner utilisait. Et c'est un peu ce que j'ai repris dans la saga des Chevaucheurs du Vent. Ahriman est un trône. Ceux qui connaissent la hiérarchie des dieux, ou des anges plus exactement, chez Denis l'Aréopagite, ou ensuite dans la tradition chrétienne, savent que avant la Trinité suprême, il y a une Trinité constituée des trois plus hauts anges qui sont les séraphins, les chérubins et les trônes. Et donc, Ahriman fait partie de cette haute hiérarchie qui a quitté la Terre, qui est au fin fond de la galaxie, mais certains, et en tout cas Ahriman lui-même, est resté sur Terre. Donc c'est une entité retardée, d'aucuns diraient peut-être un dieu déchu, mais dont la substance s'est mêlée au monde minéral. Et donc il contrôle les pierres, les grottes, les sources, et il a tissé patiemment sa toile avant de se dévoiler, et il a préparé son coup de longue date. Nous le verrons dans d'autres chapitres. C'est un être d'une intelligence prodigieuse, menaçante, qui veut absolument s'emparer de cette clé remise à Iliomangar et venir s'emparer du trésor dit de l'humanité que garde la dame Aldébaran. Alors, évidemment, quand on s'aperçoit que les conseillers même d'Aldébaran lui conseillent de négocier avec Ahriman, ça surprend évidemment Angris pour cela. Et effectivement, Aldébaran, qui n'est pas dupe, dit ça veut dire une chose, c'est que Ahriman a des partisans jusque dans la cité, et qu'ils ont donc bien fait de la condamner. Mais évidemment, comme le dit Aldébaran à la fin du chapitre, on n'est protégé sauf si la clé tombe entre les mains de cet être maléfique. Car, dit-elle, si un être maléfique s'en empare, je devrais lui livrer la cité sans coup férir, c'est la loi. Mais Aldébaran ne baisse pas les bras et, dit-elle, inutile de s'avouer vaincu si vite, nous ne sommes pas sans pouvoir, et les mages de la surface joindront leurs forces aux nôtres pour conjurer le mauvais sort. C'est ainsi que s'achève ce premier épisode des Chevaucheurs du Vent. Les larmes d'Aldébaran, donc, annoncent la mort d'Iliomangar et la menace qui va peser sur l'ordre du monde. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo avec un deuxième épisode qui s'intitule « La controverse des mages ». À bientôt.